Nous sommes de retour en direct dans notre édition du 17 octobre et désormais il est l'heure de retrouver Eric Lewin et sa page macroéconomie analyse des marchés financiers. Bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de L Finance, spécialiste notamment des small et mid cap en France. Avant de parler du plan de relance chinois, Eric, on va parler de la situation du CAC 40 qui, par rapport à ses homologues européens et mondiaux, fait du surplace. Le DAX près de plus 30% sur un an. Pareil pour la bourse italienne, pareil pour la bourse espagnole. Comment est-ce qu'on explique ça? Comment on explique ça? D'abord, il y a la dissolution qui a été une grave erreur, qui a fait que les investisseurs sont massivement sortis du marché parisien. Ensuite, on va en parler, c'est une bonne transition pour vous. Le luxe en France, c'est 30% du CAC 40, or. Le luxe, c'est la Chine, puisqu'on considère que les ventes du luxe sont réalisées à 20% en Chine pour les boîtes françaises. Et donc, comme vous avez une Chine qui a ralenti, eh bien, vous avez un impact énorme sur les ventes de luxe. On l'a vu encore hier avec une décroissance organique de 3% de la part de LVMH, notamment avec un -5 dans la mode et la maroquinerie sur le troisième trimestre, montrant que l'économie chinoise a du mal à repartir malgré les plans de relance. Et donc tout ça, mis bout à bout, fait que le marché parisien souffre bien sûr d'une décote très importante par rapport à ses homologues européens. Eric, dans le 5 novembre prochain, sur les élections américaines, on sait, quel que soit le candidat, qu'il y a un nouveau paradigme qui va s'ouvrir pour l'Union européenne. C'est l'Union européenne, pour bénéficier de la croissance américaine, va devoir se couper d'une partie de la croissance chinoise. Est-ce que ça veut dire que typiquement le CAC 40, avec ses niveaux de pondération hyper importants des valeurs du luxe, doit revoir sa composition? Tout d'abord, il faut savoir que si c'est Trump qui passe, on risque d'avoir vraiment une très forte augmentation des droits de douane. Et donc il pourrait y avoir un impact extrêmement inflationniste, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Alors que si c'est Kamala Harris, ça va être beaucoup plus soft. Enfin, on n'en est pas encore là parce que les sondages sont très très serrés. Non, sur le CAC 40, la grande problématique, c'est que le luxe fait 30%, et comme c'est des pondérations, tant qu'on sera à ce niveau-là, ça sera très difficile de voir un CAC surpondéré, sauf si le plan de relance de l'économie chinoise venait à faire vraiment progresser l'économie et qu'on revienne sur un train de 5%. Mais la grande problématique de la Chine, ça va être votre question, c'est qu'ils sont extrêmement dépendants de l'immobilier. Il faut savoir que l'immobilier et la construction représentent 25% du PIB, et que toutes les mesures faites en ce moment et pour relancer l'immobilier, dans un contexte où la consommation en Chine, c'est simplement 40% du PIB. Aux États-Unis, c'est 70% du PIB. En Chine, c'est 40%. Donc rien ne dit que ce plan de relance massif, avec relance monétaire et relance budgétaire, permette aux consommateurs de consommer, et permettent aux consommateurs de consommer des biens de luxe. Parce qu'il y a maintenant, parmi les hauts dignitaires chinois, une tendance à dire qu'il faut peut-être modérer le luxe, c'est-à-dire qu'il faut enlever les signes extérieurs de richesse, etc. Il faut un peu plus de sobriété. Donc c'est pas du tout gagné pour le luxe. Et c'est pour ça que même si on a des plans de relance qui sont annoncés les jours après jour, on se rend compte que LVMH est revenu en dessous de son niveau où il était avant l'annonce du plan de relance il y a 3 semaines. Okay, donc il faut s'en inquiéter du coup, la position d'LVMH là. Alors il faut pas s'en inquiéter, parce que pour moi, LVMH, je crois que le plus haut d'LVMH c'est 886 € sur un an, et on a perdu 33% par rapport au plus haut. Et en l'espace de 3 mois, on a perdu 15% sur LVMH. Donc ça veut dire qu'on a le sentiment quand même que LVMH, qui vaut 18 fois les profits, on a le sentiment quand même que tout a l'air pricé dans les cours d'LVMH. D'accord. C'est pour ça que je suis pas sûr. C'est pour ça qu'LVMH, même avec la décroissance organique de 3%, qui était l'un des plus mauvais chiffres depuis le Covid, c'est pour ça qu'hier, l'action a perdu 4%. Il n'y a pas eu de déflagration. Elle avait perdu pas mal la veille aussi. Voilà, elle avait beaucoup perdu. En réalité, il y a eu beaucoup plus de déflagration, si on parle d'hier, sur du Eramet, sur du Ipsos. Toujours à cause de la Chine, Eramet. Eramet à cause de la Chine, mais Ipsos, par exemple, c'était à cause des États-Unis, et Rexel, c'était à cause de l'Europe. Oui, c'est ça. Donc globalement, c'est mal orienté. L'économie mondiale est mal orientée. Alors, si on doit faire... La Chine, on aura du mal à avoir les 5% de croissance. L'Europe, il faudrait que la BCE agisse vite, parce qu'on risque d'avoir quoi entre 0,8 et 1,3% sur les 2 prochaines années sur l'Europe, avec une Allemagne qui est en récession. Et puis sur les États-Unis, c'est encore la zone qui va le mieux, entre 2 et 3% de croissance. Mais attention, parce que si c'est Trump, il y aura un tel impact inflationniste qu'on pourrait vraiment se transformer en récession, parce que vous savez très bien que si tous les pays augmentent les droits de douane en même temps, c'est très récessionniste. Donc c'est un impact extrêmement négatif sur l'économie mondiale. Il y a des pays qui semblent s'en sortir, c'est les pays émergents, l'Inde notamment. Est-ce
est-ce que finalement c'est l'Eldorado de la deuxième moitié du XXIe siècle? Est-ce que nos entreprises françaises doivent se tourner vers l'Inde? L'Inde, vous avez déjà une grande société française qui se tourne vers l'Inde, c'est Pernod Ricard. En fait, Pernod Ricard qui vient de publier ce matin un chiffre d'affaires, je crois que c'est la baisse de la croissance organique est de 5,8%, le chiffre n'est pas très bon, mais l'Inde chez Pernod Ricard maintenant, c'est 12% du chiffre d'affaires. Donc vous avez de plus en plus de boîtes, notamment dans les spiritueux, qui lorgnent vers l'Inde. La problématique, c'est que le pouvoir d'achat des Indiens n'a rien à voir avec le pouvoir d'achat des Chinois et que pour les groupes de luxe, c'est encore un petit peu trop tôt. Pernod Ricard, effectivement, qui prend 0,81% et qui confirme ses objectifs 2024. Vous voyez, par exemple, Pernod Ricard, c'est l'exemple même où si l'on n'est pas sur les marchés tous les jours, on ne comprend rien. Voilà une société qui a annoncé une décroissance organique sur le premier trimestre de son exercice et qui pourtant monte. Pourquoi? Parce que c'est une société qui a dû perdre 25% en l'espace de 3 mois. Et donc les mauvaises nouvelles, qui étaient notamment les droits de douane supplémentaires sur les spiritueux, le ralentissement chinois, sont largement, je dis bien largement, intégrés dans les cours de bourse. Donc vous voyez, c'est l'exemple même que c'est pas parce que des résultats sont mauvais que l'action va s'effondrer. Mais c'est ça, il faut voir d'où elle part. Exactement, il faut voir d'où elle part. Donc par exemple, quand on regarde les publications, tout ce qui vient de sortir, Publicis relève ses prévisions de croissance organique ce matin, et ce que je regardais tout à l'heure avant de commencer, Publicis perdait 2%. Alors vous allez me dire, mais c'est illogique. Comment on peut relever? Ben oui, mais Publicis avait une croissance de son action très forte depuis quelques mois. Ok, donc c'est un simple réajustement. Exactement. En fait, les investisseurs prennent leurs bénéfices sur les... On est dans les réajustements. Donc finalement, c'est optimiste. Votre discours est optimiste. Non, mais mon discours n'est pas très pessimiste, parce que quand vous regardez les... je prends à l'envers. Non, mais par exemple, quand vous regardez les valorisations, l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis, on est à un PE de 21. En Europe, on est sur un PE de 12 ou de 13. Paris, c'est entre 10 et 12. Donc, c'est pas exagérément pricé. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de grande inquiétude pour moi, sauf s'il y avait Israël-Iran, Trump qui refusait le résultat des urnes, un problème constitutionnel aux États-Unis. Mais il n'y a pas de raison d'être ultra négatif sur les marchés. Oui, c'est ça. Il y a le géopolitique en toile de fond, la mer méridionale, la mer de Chine méridionale, etc. En fait, il y a plusieurs foyers de tensions aux quatre coins du globe. Et puis si vous voulez... Il y a 3 mois, on anticipait une croissance du chiffre d'affaires de 9% pour les boîtes du stock 600 au troisième trimestre. Maintenant, on ne prévoit plus que 1,4%. Donc la décélération est déjà anticipée dans les cours de bourse. Donc il faut que ça soit très 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 mauvais pour que vraiment ça s'effondre. Donc il y a pas comme Eramet avec la problématique nickel et manganèsière. Mais si vous n'avez pas un truc horrible, il n'y a pas de raison que ça s'effondre. Et à contrario, quand c'est bon, comme par exemple Adidas qui pour la 3e fois a relevé ses prévisions, ça a baissé. Pourquoi? Les bancaires américaines, c'est bon signe du coup. Oui, les bancaires, c'est plutôt après il faudra voir les techs, etc. Mais aux États-Unis, en fait, les révisions de croissance des bénéfices par rapport à juin sont moins. C'est-à-dire qu'on était à +8, on est à +4. En fait, la grosse révision, c'est surtout sur l'Europe. Moins sur les États-Unis, où on semble être sur une tendance... solide. C'est pour ça que les indices américains sont au plus haut, quoi. Oui, c'est ça. Et puis ils vont probablement continuer à rester. Toutes les banques, tous les cabinets de recherche action revoient à la hausse leurs perspectives de croissance de résultats pour 2025 aussi également. Donc, pas très inquiet sur les US. Donc pas d'inquiétude sur les US. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. C'était rapide, mais toujours excellent comme on en a. Juste un mot avant de finir. La BCE, j'espère que la BCE va taper très fort aujourd'hui. Elle le fera pas 25% de points de base, c'est ce qui est anticipé. Elle devrait baisser de quoi? De 50, 60. Alors je vais vous dire, il faudrait qu'on se retrouve, là on est à 3,50, il faudrait qu'on se retrouve très vite à 2%. Le taux naturel de l'économie européenne, c'est-à-dire que le taux qui ni n'amplifie, ni ne ralentit le cycle économique est à 2%. Tant qu'on ne sera pas à 2%, on peut considérer que la politique monétaire de la BCE est beaucoup trop restrictive. On est à 3,5 aujourd'hui. 3,5, on va peut-être être à 3,25, et j'espère que Lagarde et ses copains vont aller très très vite, parce que franchement, ils sont complètement plantés. Ouais. C'est comme Trichet en 2008, il avait augmenté les taux avec les subprimes. Ils se sont plantés, il faut le dire. L'économie européenne est en plein marasme. L'automobile, la chimie, l'Allemagne, tout ça va très mal, et donc il faut aller très vite. En plus, en France, pour couronner le tout, on a une politique d'austérité budgétaire avec une taxation, je crois que c'est 8 milliards en plus pour les grandes entreprises. Donc la politique budgétaire ne joue pas son rôle d'amortisseur, donc il faut que la politique monétaire, ça aille très vite et qu'on baisse très fortement les taux. Sinon, on va entraîner encore la zone euro dans la cata, dans une récession ou dans une croissance plus que molle. Donc il y a erreur de politique monétaire, elle est monstrueuse, il faut aller très vite à 2%. Certains disent qu'on devrait être à 2% en juin prochain. Je trouve que c'est trop long, parce que même si la demande de prêt, on a vu les dernières statistiques... Mais elle ne peut pas baisser d'autant ces taux sans faire paniquer les marchés. Il y a aussi non, mais elle pourrait faire 50 points de base aujourd'hui.
montrant que l'économie... Attendez, on sait très bien que l'économie... paniquer les marchés, on sait très bien que l'économie européenne va mal. Donc il faut arrêter le délire de paniquer les marchés. On sait très bien que ça va mal. Regardez les publications d'entreprises, regardez les statistiques qu'on a, production industrielle, etc. Donc, il faut arrêter ce délire complètement dingue, paniquer les marchés. On est en récession, les amis. Donc il faut aller très vite, il faut que la BCE frappe fort, baisse ses taux. Sinon, encore une fois, erreur de trajectoire monétaire. Et puis l'écart de croissance entre les États-Unis et l'Europe sur 20 ans, je préfère pas vous le dire, il est monstrueux, il va continuer à s'amplifier. Voilà. Merci. C'était mon coup de gueule, mais franchement, j'avais envie d'en parler. Vous avez raison, Eric. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Eric Lewin, président de L Finance, avec nous régulièrement sur le plateau de TV Finance, et je vous en remercie beaucoup. Merci à vous. C'est moi. On marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.